qui dit Ulysse, dit reconnaissance de handicap, dit qu'il doit y avoir des soins. Et ça, pour le coup, moi, c'est ma deuxième grande bataille, c'est faire en sorte que les élèves avec lesquels je travaille, ils aient leurs soins, ils bénéficient de leurs soins. Les familles les plus débrouillardes, celles qui savent comment ça fonctionne, qui réussissent à avoir des places. Les autres familles, c'est des laissés pour compte, etc. Enfin, c'est un système profondément injuste et oui. Et donc quelque part, comme l'école doit accueillir tous les élèves, quoi qu'il en soit, oui, on vient. Du coup, nous, on est toujours là. Il y a plus de place en institution, mais nous, on est toujours là et Dans ce 3e épisode de Profcast, nous allons parler de l'inclusion scolaire avec 2 enseignants spécialisés, Maxime et Cécile. L'inclusion scolaire existe grâce à des dispositifs comme l'ULIS, Unité locale d'inclusion scolaire, et l'UE, Unité d'enseignement, qui permettent d'accueillir et d'accompagner des enfants porteurs de handicap plus ou moins lourds dans les écoles et de les inclure dans des classes en fonction de leurs capacités. Avec eux, nous allons donc parler de ces dispositifs d'aide, comment ils fonctionnent et comment ils sont mis en place dans les écoles. Nous allons également parler de leur relation avec ces enfants et leurs parents, mais aussi de leur pratique au quotidien et des différences entre les discours institutionnels et ce qui est possible de faire sur le terrain. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter succinctement ? Alors moi, donc je m'appelle Cécile, je suis enseignante depuis maintenant 4 ans. C'est ma 5e année du coup qui vient tout juste de débuter. Et je suis enseignante. Alors moi, c'est pas dans une ULIS, c'est dans une UE, donc c'est un petit peu différent puisque c'est des élèves qui ont un handicap un petit peu plus lourd. Et donc j'ai moins d'élèves. Moi, j'en ai que 7. Et nous sommes 3 personnes pour s'occuper de ces élèves, à savoir donc l'enseignante moi-même, une AESH qui est attribuée à ma classe et une éducatrice spécialisée qui est recrutée non pas par l'éducation nationale mais par l'hôpital qui est partenaire en fait de ma classe. Et donc je m'appelle Maxime, je travaille en Ulysse dans le 19e. Voilà, non, j'ai un dispositif TFC, donc trouble des fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu tous les handicaps chez moi. J'ai 12 élèves, c'est vrai que j'ai 12 élèves. On est au max. On peut pas avoir plus de 12, donc je suis effectif complet. Ça a l'air d'être passionnant. Donc voilà, première question, comme là le thème c'est l'ULIS et l'enseignement spécialisé. C'est est-ce que du coup vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que l'ULIS, au sein de l'école de manière générale, c'est quoi la spécificité de l'ULIS et de l'UE aussi. Du coup, pour l'ULIS, en gros, donc ça veut dire unité locale d'inclusion scolaire. En gros, l'idée c'est de dire les enfants appartiennent à leur classe et pour tout ce qu'ils ne peuvent pas faire en classe, parce que c'est trop difficile, hors de leur portée ou qu'il faut aménager, ils viennent avec moi au sein du dispositif, on essaye de le faire. Pour l'essentiel des élèves avec lesquels je travaille, il y en a une très large majorité qui est autiste, par exemple. Donc, tout ce qui est français et maths, ils ont un retard, je dirais, de au moins 1 ou 2 ans, en gros. Et donc, ils vont suivre le reste, mais tout ce qui est français et maths, ils viennent le faire avec moi au sein de l'ULIS, quoi, en gros. Et après, pour tout le reste, ils sont inclus. Donc, selon les profils, il y a d'autres personnes qui viennent également aider, des AESH notamment, des éducateurs. On a un psy, nous, qui vient travailler avec deux des élèves avec lesquels je travaille. Voilà. Donc, c'est le principe de l'ULIS, en gros. C'est essayer de les avoir le plus possible en classe avec des pairs. Et pour tout ce qui est pas possible, en classe, ils viennent le faire avec moi. Et du coup, ils sont inclus dans leur classe d'âge. Classe d'âge, ça a évolué ça un peu au fil du temps. Avant, c'était moins le cas. Statistiquement, avant, ils étaient beaucoup avec leur retard, quoi, à N-, N-2. Après, le discours institutionnel, c'est de dire pour que socialement, ils se construisent une image d'eux-mêmes c'est important qu'ils soient avec des enfants de leur âge. Donc maintenant, l'idée, c'est ils sont avec des enfants de leur âge. Et si du coup, il y a moins d'inclusion, tant pis. Ça, c'est le discours. Après, c'est compliqué. Et vous en pensez quoi justement de ça, du fait que, de ce discours-là? Moi, je l'applique pas du tout, parce que ça n'aurait aucun sens. Mes élèves feraient, c'est vulgairement dit, mes plantes vertes au fond de la classe si je faisais ça. Pas tous, mais il y en a certains pour lesquels ça s'applique pas.
Mais évidemment, on s'adapte, c'est-à-dire que si je ressens que l'élève le vit mal d'être avec des plus petits et que pour lui c'est compliqué, je le fais pas. Mais j'ai des élèves qui se rendent parfois pas compte, qui sont pas avec leur classe d'âge et je le vois dans la cour de récréation. Si je vois que mon élève il joue avec des CP alors que lui il a l'âge d'être en CM1 et que ses copains sont en CP, moi j'ai aucun problème à l'inclure en CP si c'est son niveau scolaire, même si effectivement c'est pas du tout son âge. Après effectivement je suis pas dans les clous de ce qu'on me demande de faire. Moi, c'est parce que, alors faut le dire, moi j'ai passé le concours, enfin la certification l'année dernière, donc j'étais un peu obligé d'être dans les clous. Sinon, j'avoue qu'on me tapait sur les doigts. Donc bon, après je suis d'accord. On y reviendra quand on parlera des limites, mais c'est clairement une des ambiguïtés du truc, quoi. C'est que si on suit le texte, on doit faire ça. Après, dans les faits, voilà, j'ai une élève de CM2 qui a un niveau de maternelle. Bah, quand elle est en CM2, ça sert à rien, quoi. Et elle y est quasiment jamais. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc bon, c'est un cas très spécial, mais voilà, des exemples comme ça, il y en a 1000, je pense. Et du coup, au niveau, parce que là, tu viens de dire que tu avais une certification, c'est quoi cette certification? Enfin, comment ça se présente? Moi aussi, je l'ai passé j'ai suivi les cours l'année dernière, mais je l'ai pas encore passé. Donc, ça s'appelle le KPI, et en fait, c'est une certification qui est très large, puisque on le passe qu'on soit membre du RASED, qu'on aille enseigner en prison, en ULIS, en UE, ou encore voilà, c'est vraiment très très large, et donc il y a plusieurs options, et donc moi j'avais l'option UE, j'imagine que Maxime avait l'option ULIS, et qu'on peut aussi encore plus spécialiser. Donc moi j'avais l'option TSA, parce que j'ai exclusivement des élèves qui ont des troubles du spectre autistique. C'est pas facile à dire. C'est pour ça qu'on dit TSA. Et donc du coup j'avais l'option TSA, donc c'est vraiment très très spécialisé en fonction des parcours de chacun en fait. Et l'avantage de cette certification, c'est que donc pour le moment on travaille dans cette structure-là, mais si on veut changer, en fait, pour nous c'est facilité. On peut on peut basculer facilement d'un parcours à l'autre. Et cette certification, parce que pour rappel quand même, enfin je sais que Maxime, toi quand t'as commencé, il y avait pas de certification. Enfin on peut aussi vous lancer dans l'ULIS quand vous êtes en début de carrière, vous êtes pas spécialisé, vous connaissez pas ce que c'est. Et toi du coup ça a été un choix. Enfin je suppose que Cécile aussi, ça a été un choix pour toi de passer la certification. Ouais, ça a été un choix. Moi j'ai été propulsée parce que j'étais remplaçante et que j'ai dû remplacer justement une collègue qui elle était en formation à mi-temps, et du coup j'ai complété le mi-temps. Et comme ça m'a plu, j'y suis restée. Mais oui, quand j'y suis arrivée, j'étais pas du tout formée, j'ai complètement improvisé. Mais bon, c'est le cas de quasiment tout le monde, je pense. Ouais, quand moi je suis arrivé 10 jours après la rentrée parce qu'ils avaient toujours personne sur le poste et que moi j'avais toujours pas de poste non plus. Donc ça c'était folklore. En fait, juste pour préciser aux gens qui écouteront ce podcast, parce que c'est important de le dire, c'est une amie qui était sur le poste à la base, qu'on connaît nous tous les deux. Et en fait, quand elle est arrivée sur le dispositif, elle était toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'AESH, pas d'éduc, il y avait personne qui avait signé son contrat. Donc, elle s'est retrouvée toute seule avec 11 gamins à l'époque, avec des profils très complexes. Et donc, elle a eu peur. Et je comprends. Moi, je suis arrivé après la guerre, et donc, entre-temps, tout le monde avait signé, donc c'est allé. Mais ouais, moi non, mais tout seul c'est pas possible. Tout seul c'est pas tenable. Faut partir du principe que tout seul ça n'est pas absolument pas tenable. Donc voilà, on a besoin d'une équipe, et il faut en plus que l'équipe fonctionne, enfin dans l'idéal en tout cas. Mais pour te donner une idée, cette année-là, du coup, on avait une formation pour les gens qu'on n'avait pas, justement, qui était un peu ridicule, hein. C'était des mardis de temps à autre. On était quand même je pense une quinzaine, entre 15 et 20 à arriver là, sans formation au préalable ni rien, mais juste parce qu'il fallait quelqu'un pour s'en occuper, tu vois. Donc c'est hallucinant quand même, parce que tu te dis tu dois enseigner et tu dois t'occuper d'enfants qui ont quand même des lourds handicaps. Enfin c'est pas juste de la dyslexie ou c'est des enfants qui... Juste là-dessus, ça dépend dans le sens où même au sein de l'ULIS, t'as différentes spé. Mais là, toi, dans ta spécialisation. Ouais, non, mais dans la mienne, c'est compliqué parce que dans TFC, ça veut tout dire et rien dire. Troubles des fonctions cognitives, ça veut dire que j'ai des élèves qui ont juste des troubles de l'apprentissage, d'autres qui ont une forme d'autisme qui est plus ou moins lourde, et puis du coup, il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu de place ailleurs. Donc, ils devraient pas être en ULIS, mais vu qu'il n'y a pas de place dans le médico-social, par exemple, ou en UE, par exemple, et du coup, je travaille avec. Donc, si tu veux, les disparités en termes de profil, c'est énorme. Alors que, tu vois, en ULIS, tu as des ULIS TSLA, donc sur le trouble spécifique des langages et apprentissages. C'est bien, tu connais bien pour le diplôme, il fallait réviser. Ça, c'est des élèves qui sont
généralement plus scolaires, et pour lesquels tu bosses vraiment sur du scolaire. Nous, on fait beaucoup, enfin, en tout cas, j'imagine que c'est pareil pour toi. Il y a beaucoup autour du comportement aussi et de. Oui, c'est ça, comment être avec les autres. Développer aussi la personne, enfin, l'enfant en tant qu'enfant, quoi. D'accord. Et non, mais c'est vrai que la certification, moi j'en avais entendu parler parce que quand j'étais stagiaire, du coup moi j'étais enseignante dans une classe de CE2 et il y avait une classe Ulysse et du coup j'avais les 3 enfants d'Ulysse qui venaient et qui avaient c'est vrai des profils hyperactifs, retard, et il y en avait un, on savait pas trop ce qu'il avait, mais parce qu'il y a ça aussi, il y a une question de diagnostic. Les enfants qui sont pas diagnostiqués et on sait pas encore. Enfin, ouais, pour le coup, moi, j'en ai un où on sait pas tout à fait ce qu'il a. C'est-à-dire que pour l'autisme, normalement, t'es censé avoir un certain nombre d'items cochés. Lui, il a pas le nombre d'items cochés, mais on sait qu'il y a quelque chose. Et comment il s'est retrouvé en Ulysse? Parce que normalement, s'il n'y a pas de... Parce qu'à côté, il y a de l'hyperactivité qui a été diagnostiquée. Donc, c'est bon. Ah, donc, en fait, ils estiment qu'il y a... D'accord. Et du coup, juste pour revenir un tout petit peu en avant, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être enseignant à la base? Alors, j'ai 2 questions en une. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être enseignant à la base et qu'est-ce qui vous a fait rester en Ulysse? Parce que comme vous avez été catapultés tous les deux sans formation, sans rien, je suppose que le début de carrière a dû être difficile quand même, enfin plus difficile que pour la plupart. Pourquoi j'ai voulu devenir enseignante? Parce que donc j'ai commencé par faire autre chose, comme maintenant beaucoup des enseignants. Donc moi j'ai fait une école de commerce et après j'ai commencé à travailler en marketing pendant 3 ans et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait absolument pas. Enfin, c'est le discours classique, j'y mettais pas de sens. Je savais pas pourquoi je me levais le matin. Enfin bref, j'avais besoin de retrouver un peu de sens à ce que je faisais. C'est vrai que le métier d'enseignant, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais que j'avais exclu à la base parce que j'avais pour ambition de gagner un peu d'argent. Finalement, bon bah, je me suis dit, là, je gagne de l'argent, mais j'aime pas du tout ce que je fais, donc bon, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. On peut peut-être faire autrement, donc au bout de 3 ans de marketing, voilà, j'ai passé le concours et je suis devenue enseignante. Et puis donc j'ai atterri dans l'enseignement spécialisé parce que en tant qu'enseignant débutant, on va là où personne ne veut aller, donc oui, puis on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on veut et on va boucher les trous, donc clairement. Et bien j'ai atterri donc à faire des remplacements sur lieu où je suis toujours actuellement. Et pourquoi j'y suis restée? Alors déjà ça me plaît parce que c'est hyper alors c'est très très fatigant, c'est très très dur, mais c'est déjà hyper instructif, on apprend énormément. Je pense que effectivement, je ferai pas toute ma carrière dans l'enseignement spécialisé, ça c'est sûr, parce que ça demande beaucoup d'énergie et d'investissement. Mais en début de carrière, ça te donne, je pense, beaucoup de billes pour pouvoir affronter tous les cas par la suite. Une fois qu'on est passé par là, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai quand même un rapport particulier avec mes élèves, puisque j'en ai que 7, et en plus, je les suis d'une année sur l'autre, donc c'est vraiment un lien particulier qui se crée. C'est pas du tout la même chose qu'une classe de 30 enfants qu'on va voir seulement un an, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est pas vraiment le lien avec les élèves. Donc pour le moment, de toute façon, en attendant d'avoir assez de bouteilles pour pouvoir avoir éventuellement quelque chose d'intéressant ou qui me plairait plus, je suis bien là où je suis. Super. Je voyais que Maxime, pendant que Cécile parlait, hochait la tête, donc on t'écoute aussi. Non, je suis complètement d'accord. Sur le devenir enseignant, non, pour le coup, moi j'ai fait quasiment que ça. Depuis que je suis plus jeune, j'aime bien encadrer des enfants. Au début, c'était le BAFA. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait ça aussi, l'écolo, les trucs comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, écoute, ça te plaît, donc autant essayer de trouver un métier en lien. Et puis enseignant, ça va. Il y a l'idée de transmission, et puis tu passes des moments. C'est chouette quand même. Enfin, c'est dur. Ça, je rejoins complètement. C'est très dur, mais il y a plein de moments chouettes. Et pourquoi l'Ulysse, pourquoi je suis resté bon, j'y suis sur un concours de circonstances au final, mais c'était quand même ce que je voulais faire et c'est là où j'étais complètement d'accord avec toi aussi, sur le lien qu'on crée avec les élèves, avec même parfois avec les familles et tout, et tu te sens très utile. C'est super dur, t'as plein de situations qui sont toutes plus abracadabrantesques les unes que les autres, mais franchement, au final, à la fin de la journée, tu te dis que t'as été utile et que t'apportes quelque chose de concret, quoi. Donc, et puis, je pense aussi que parfois, pour ces enfants-là, on voit vraiment on voit vraiment beaucoup d'évolution. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu les accueilles, pour certains au CP, et puis tu les suis jusqu'au CM2. Bon, moi, ça fait que 3 ans, mais je vois en 3 ans ceux que j'ai accueillis qui étaient en CE2 du coup, et qui là, à la fin de l'année, entreront au collège.
je vois le chemin parcouru et ça, c'est super gratifiant. Oui, c'est vrai que c'est la différence avec l'enseignement, on va dire classique entre guillemets, c'est que moi j'ai 4 classes, mais même quand on a notre classe à l'année, alors on les voit évoluer, mais c'est vrai que quand on a 25, 26, voire 30, tu peux pas les suivre individuellement, t'as pas de. Et du coup, bon, après ils ont enfin pour la plupart, hein, parce que c'est pas le cas pour tous les élèves, mais la plupart savent être élèves, sont plus autonomes effectivement. Mais c'est vrai que ouais, il doit y avoir un côté sympa, un côté peut-être où tu t'attaches plus aussi parce que t'as pas. Enfin, je me demande, est-ce que vraiment t'as une posture d'enseignant classique? Je suis pas certaine. Enfin que t'es. Enfin nous, il y a plus de distance, j'ai l'impression, parce que déjà on en a beaucoup plus et puis ouais, je pense que c'est pas la même relation que tu crées. C'est ça qu'on essaye de tenir un peu ce rôle d'enseignant, mais c'est vrai que le fait est que tu passes tellement de temps avec eux dans un cadre beaucoup plus rapproché que c'est un petit peu différent forcément. Ça c'est évident. Que le lien créé il est différent, et moi c'est ce que j'aime beaucoup et c'est aussi ce qui pousse à s'investir autant, parce que par exemple au niveau de l'inclusion, moi si on refuse un de mes élèves, c'est comme si on me refusait moi, donc ça va pas et je pars en campagne Oui, tu le prends plus personnellement que ouais, je comprends. Et comment ça se passe pour essayer d'un peu de comprendre le quotidien, parce que c'est vrai que les classes on a un rythme on a un rythme toute la journée de 8h30 à 16h30, on les a les parents savent un peu comment ça se passe. Au niveau de l'Ulysse, du coup, on sait que à certains moments de la journée, ils sont inclus dans leur classe d'âge, du coup, a priori, après, voilà. Comment ça se passe, l'organisation, et comment ça se passe au quotidien? Est-ce que eux comprennent dès le début que c'est un peu particulier pour eux, et que du coup, ils sont amenés à bouger de classe comme ça, en fonction des matières, ou en fonction des moments de la journée? J'aurais tendance à dire que ça dépend des élèves. Il y en a qui sont très conscients de ce qui leur arrive, de ce qu'ils font, de pourquoi ils sont là. D'autres pour lesquels c'est un vrai travail à mener déjà de comprendre qu'ils ont un handicap, etc. Parce que pour le coup, il y en a certains qui sont un peu dans le déni, enfin, en tout cas dans mon cas, qui étaient dans le déni et tout, donc c'était déjà un travail en soi. Mais sur l'organisation, il y a tout un travail à mener, même avec les collègues, de bien leur faire comprendre que c'est des élèves de leur classe à la base, donc il faut qu'ils travaillent avec. Ça, c'est un gros enjeu de notre travail, et quelque chose qu'on voit pas parce que c'est du hors classe. C'est vraiment des longues discussions parfois, des vraies batailles à mener. Pour faire comprendre que c'est pas nos élèves. Nous, on n'est pas une classe à proprement parler, on est des dispositifs d'aide, théoriquement. En tout cas, pour l'Ulysse, pour l'UE, je sais que tu as peut-être encore plus les élèves que moi. Alors l'UE, c'est un petit peu différent dans le sens où effectivement, nous, l'inclusion, c'est une finalité, un objectif, mais j'ai des élèves qui n'en font pas parce que c'est juste pas possible. Ils ont des troubles trop importants qui permettent pas. Donc nous, voilà. Donc quand on les accueille, c'est vraiment un objectif. Après, on y arrive pas, ça dépend comment ils évoluent, etc. Mais comme tu dis, effectivement, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a un énorme travail invisible vraiment auprès des collègues pour leur faire comprendre que c'est parce que c'est un élève Ulysse qui est au fond de ta classe ou UE que l'enseignant s'en occupera. De toute façon, l'important c'est qu'il soit là, et après ça s'arrête là, parce que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment qu'il soit une partie intégrante de la classe, et donc c'est vrai qu'il y a un gros travail sur ça. Et moi, je trouve que c'est la partie la plus compliquée du job, c'est vraiment faire entendre ça aux collègues. Après, ça dépend vraiment d'une école à l'autre. Moi, en formation, j'ai entendu des témoignages de collègues qui n'arrivaient pas du tout à faire inclure leurs élèves, qui avaient des écoles très réfractaires. Moi, par chance, dans mon école, c'est pas du tout le cas. Les collègues sont tous très partants, donc ça, j'ai beaucoup de chance, mais c'est une énorme partie du travail. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand j'ai débuté aussi et que j'avais des élèves d'Ulysse, c'est vrai que moi quand j'ai commencé, je pensais que l'Ulysse c'était leur classe en fait. Enfin tu vois, c'est pas Et parce qu'on l'explique pas aux collègues. En fait, il y a pas nous, tu vois, qui sommes de la même promo et tout, on n'a jamais eu un seul cours qui portait sur comment tu prends en charge un élève porteur de handicap. Et c'est juste ça, du coup, j'en veux même pas aux collègues. Il y a des élèves, il y a des adultes, au contraire, ça fait 30 ans qu'ils font leur métier et ils ont jamais eu de formation sur la question. Tu vois, donc je crois que à cette rentrée-là, c'est la première rentrée où dans le cursus de formation, tu as un module sur comment tu prends en charge un élève pour le handicap. Donc tu vois, il y en a, il y a des collègues qui sont réfractaires, et faut aussi se mettre à leur place. Et surtout, ils savent pas comment faire. C'est juste ça.
Oui, c'est ça. Et puis tu sais pas comment. Enfin, c'est vrai que c'est important, je pense justement la relation avec les collègues, parce que moi j'ai eu la chance avec l'enseignante d'Ulysse qui était dans l'école. C'était dans le 17e et elle était super. Et du coup on faisait des réunions régulièrement parce que au début j'avais 3 élèves d'Ulysse qui étaient inclus souvent les après-midi dans ma classe. Et après j'en ai eu 2 parce que le 3e c'était trop compliqué pour lui, il arrivait pas à suivre. Et même quand la VS venait, c'était compliqué quoi. Et on discutait vachement. Donc moi, elle m'a appris plein de choses sur justement comment les intégrer, parce qu'elle connaissait leurs troubles, leurs handicaps. Donc mais c'est vrai qu'il y a des écoles où, à mon avis, enfin d'ailleurs l'école que j'ai eue juste après. Alors moi, j'avais pas d'élève d'Ulysse, mais j'avais une collègue qui avait un élève d'Ulysse dans sa classe, et l'enseignant d'Ulysse ne lui communiquait rien. Enfin donc en fait le gamin il arrivait dans sa classe, il faisait la plante verte comme tu disais tout à l'heure, et il retournait en Ulysse. Donc pour lui l'Ulysse c'était sa classe. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai manque au niveau déjà de l'enseignement. Moi je me rappelle, Maxime, quand on était en master, je crois que les modules sur l'Ulysse, l'enseignement en Ulysse et même l'inclusion, c'était en option. C'était optionnel. Enfin, c'est quand même, alors que c'est quand même, il y a énormément d'écoles où il y a des dispositifs d'Ulysse. Et puis même sans l'Ulysse, dans toutes les classes, on a des enfants qui ont des troubles. Et si on n'apprend pas à les détecter, c'est pas possible. Il y a un manque au niveau de la formation, et ne serait-ce que de savoir ce que c'est Ulysse, finalement personne ne sait ce que ça veut dire. C'est un dispositif qui a changé plusieurs fois de nom, et en fait les collègues qui sont en poste depuis un moment, pour eux ils sont encore restés sur l'ancienne version où c'était juste la classe d'enseignement spécialisé, et où ils devaient rester, où ils pouvaient en sortir un petit peu, mais bon, c'était quand même pas leur classe. Alors on n'est plus du tout là-dessus. Moi je l'ai appris seulement une fois que moi j'étais en formation pour devenir enseignante spécialisée, je le savais pas avant. Donc non, il y a un gros manque de formation sur l'accueil des enfants en situation de handicap, ça c'est évident. Et comment ça se passe la relation avec les parents ? Moi, je la trouve plus dure globalement, parce que les parents de mes élèves placent beaucoup d'attentes en nous. Et en fait, souvent, on a un peu le rôle de leur dire ce qu'ils veulent pas trop entendre, à savoir que leur enfant, il est en décalage par rapport à la norme de ce qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Et surtout que moi, j'ai des handicaps qui sont quand même assez lourds. Donc, comme quoi, par exemple ? Moi, c'est que des enfants avec troubles du spectre autistique, mais c'est assez prononcé. Enfin, sinon ils seraient pas dans cette structure. Là, c'est vraiment c'est des enfants qui vont en hôpital de jour la moitié du temps. Enfin, c'est des enfants qui sont assez envahis par leurs troubles. Et donc on est souvent amené à devoir dire aux parents quelque part à leur rappeler la différence de leur enfant, et donc c'est dur à entendre pour eux. On le comprend tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que souvent ça peut être une relation un petit peu compliquée, parce que c'est pas évident du tout. Mais après, je le sais, et donc je prends pas personnellement les problèmes que je peux avoir, ou les retours négatifs que je peux avoir de la part des parents, parce que je me doute bien qu'il y a beaucoup de difficultés derrière, etc. Et donc il faut réussir à prendre du recul par rapport à ça. Oui, puis il doit y avoir beaucoup d'émotions aussi pour eux. Ça doit pas être facile de se dire que c'est ton enfant, et peut-être de la culpabilité aussi. Ouais, non. Après, là, je pense que pour le coup, il y a une petite différence sur UE, Ulysse, c'est que les places sont tellement chères en UE, pour le coup, il y a tellement peu de places, en fait, et d'enfants qui en bénéficieraient, tu vois, s'il y avait suffisamment de dispo, que pour le coup, moi, il y a certains parents qui sont pas spécialement investis, et tu te bats aussi pour que parce que qui dit Ulysse dit reconnaissance de handicap, dit qu'il doit y avoir des soins. Et ça, pour le coup, moi, c'est ma deuxième grande bataille, c'est faire en sorte que les élèves avec lesquels je travaille, ils aient leurs soins, ils bénéficient de leurs soins. Oui, que les parents ne pensent pas que c'est juste vous la solution. Exactement. Et ça, c'est un gros problème que je rencontre sur mon dispo, c'est que j'ai fait les stats hier pour le coup, parce que je devais rendre un truc. Et on a, sur les 12 élèves avec lesquels je travaille, il y en a 4 et une 5e où ça a disparu là cet été, les soins, qui n'ont pas de soins du tout. Ce qui est pas normal. Tu vois. Il y a au moins de l'orthophonie, au moins de l'ergothérapie. Enfin, il y a généralement ces 2 soins-là qui sont mis en place les premiers, ou de la psychologie, avec un psy, s'il y a besoin. Mais voilà, donc avec les parents, il y a un lien un peu spécial, parce que d'un côté, j'ai certaines familles qui sont surinvesties et qui sont vraiment au taquet, qui sont toujours là pour les réunions, etc. De l'autre, des familles qui se disent là c'est bon, on lui a trouvé sa place, et qui sont contentes. Et du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Et donc tu te bats parce que dans tout le champ du handicap, ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est que en fait tout le médico-social est tellement surchargé d'enfants que si les parents sont pas derrière à vraiment appuyer pour que les soins soient mis en place, pour qu'on n'oublie pas leurs gamins dans tous les dossiers qu'il y a, etc. Et ben, s'ils font pas ce lien, s'ils font pas ce push-là, les gamins, tu es obligé d'attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour que des soins juste soient mis en place. Et donc, bah, c'est le discours que tu essaies d'expliquer aux parents, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile pour le coup. Donc ça, c'est un combat. Oui, puis même la reconnaissance de handicap. Enfin, quand t'essayes rien avant même qu'ils arrivent en Ulysse. Moi, je sais que j'ai une élève là de grande section où clairement il faut une reconnaissance de handicap et il faudrait qu'elle soit en Ulysse parce que il y a des troubles, mais que nous, parce qu'en plus le problème c'est qu'il y a aussi le côté secret médical. Donc nous on nous dit il faut faire ça, mais on sait pas ce qu'il a le gamin, donc c'est un peu compliqué. Et en fait même juste ça, juste la reconnaissance du handicap, ça peut prendre 1, 2, 3 ans. Donc en fait le gamin il se retrouve à être dans une classe qui est pas du tout adaptée pour lui, avec un parce que là tu disais tout à l'heure Cécile qu'il y en avait qui étaient en hôpital de jour, et il y en a qui peuvent pas être inclus toute la journée, qui peuvent pas être à l'école toute la journée, c'est trop long, c'est trop coûteux, c'est trop compliqué. Et je trouve que c'est vrai que peut-être que les parents, mais les enseignants aussi, parfois on oublie que en fait c'est surtout les parents, parce que je trouve que même dans des classes dites lambda, on va dire, ils oublient qu'en fait il y a tout un système derrière, que l'école elle peut pas tout faire pour eux, et que on peut pas. Vous êtes pas là pour soigner leurs gamins, quoi. Non, après, en fait, je leur en veux pas non plus, dans le sens où c'est un gamin avec un handicap, et pour certaines familles, tu vois, il faut déjà comprendre ce que c'est le handicap de ton gamin, il faut accepter ça. Donc il y a toute cette démarche-là qui est, tu vois, je veux pas être à leur place non plus, c'est super compliqué, compliqué, donc bon. Mais vous avez aussi un travail de pédagogie bien sûr, avec les parents. Il est hyper important, et d'autant plus qu'encore une fois, on les suit plusieurs années, donc il y avait vraiment beaucoup de travail à faire. Après, effectivement, je pense qu'on paye les pots cassés du manquement des institutions, parce qu'il manque énormément de place. Effectivement, il y a des listes d'attente qui durent plusieurs années, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, et donc comme tu le disais Maxime, c'est les familles les plus débrouillardes, celles qui savent comment ça fonctionne, qui réussissent à avoir des places. Les autres familles, c'est des laissés pour compte, etc. Enfin, c'est un système profondément injuste, et oui, et donc quelque part, comme l'école doit accueillir tous les élèves, quoi qu'il en soit, et oui, on vient. Du coup, nous, on est toujours là. Il y a plus de place en institution, mais nous, on est toujours là. Mais il y a des énormes manquements au niveau des soins. Enfin, moi, j'ai un élève qui a attendu 3 ans en liste d'attente avant d'avoir une place quelque part. 3 ans à l'échelle d'un enfant, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, il avait complètement changé entre le moment. Enfin, en 3 ans, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, il y a des situations vraiment absurdes. Et du coup, c'est bien, tu fais ma transition, c'est parfait. Parce que ma prochaine question, c'était quelles sont les limites de ce dispositif? Donc, je suppose que c'est aussi beaucoup plus large que juste l'école. Enfin, il y a un vrai problème aussi, comme tu l'as dit, de place, que ce soit dans au niveau de l'hôpital, des psys, etc. Mais pour vous, au quotidien, c'est quoi les limites du dispositif Ulysse ou UE? Qu'est-ce qui fonctionne pas, en fait? Vas-y, Cécile. Je commence. Alors, pour moi, la plus grosse limite, c'est en fait le gouffre entre le discours sur l'école inclusive, oui, il faut accueillir tous les élèves, etc. Ça, c'est très beau, c'est très joli. Et les zéro moyens qui sont mis derrière. Donc, moi, par exemple, j'ai fait la rentrée scolaire seule. J'avais pas de collègues qui n'avaient pas été encore recrutés, sachant que je suis enceinte de 7 mois et que mes élèves, potentiellement, quand ils vont pas bien, ils peuvent être assez violents. Voilà, donc on a des très beaux discours, etc., mais les moyens derrière, ils sont pas là du tout. Il faut toujours se battre pour avoir des AESH pour accompagner les élèves en inclusion. C'est une bataille permanente, et ça, c'est les élèves qui sont pénalisés encore une fois, parce que s'il n'y a pas d'AESH, ils font pas d'inclusion, ils vont pas dans leur classe, ils se retrouvent à être dans le dispositif, et si tous les élèves sont en même temps, s'ils sont tous en même temps, c'est de la garderie concrètement. Enfin, en tout cas, pour ma part, les troubles sont tellement importants que voilà, parfois on fait juste de la garderie, et l'objectif, c'est que tout le monde arrive en bonne santé à la fin de la journée. Et si j'ai réussi à faire ça, je suis contente. Si je suis toute seule, c'est ça l'objectif. Ouais, non, mais je suis tellement à 2000% d'accord. Et ça, non, mais Ulysse, c'est la même bataille.
Et c'est drôle parce que on a eu les réunions de rentrée, enfin les séances de plénière là de coordo la semaine dernière, et notre inspectrice, elle était bien en peine de nous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que là, faut bien comprendre que la limite aussi, c'est qu'on a besoin d'être une équipe, que c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez d'AESH, mais faut voir, j'en profite là, de ce podcast pour en parler, la condition d'AESH dans une école, elle est scandaleuse. La paye est scandaleuse compte tenu de leur travail. C'est un métier qui donne pas du tout envie. Moi, à chaque fois, j'en rigole avec mon équipe parce que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours la même équipe. C'était mon cheval de bataille. Je voulais absolument garder la même équipe parce que ça se passe super bien. Mais il faut être un peu fou pour faire ça. T'es vraiment payé une misère. Et du coup, on est passé les années précédentes, en gros, en tout cas pour l'ULIS, l'idée c'était d'avoir une AESH pour 2 à 3 élèves. Cette année, c'est une AESH pour 4 parce qu'il manque de personnel. Il y a des personnels qui ont disparu pendant l'été. C'est ce qu'elle nous a dit, l'inspectrice. C'est le mot de l'inspectrice. C'est-à-dire que je n'invente pas. Ils ont disparu. C'est-à-dire que on leur avait promis un contrat pour la rentrée. Ils ne se sont pas présentés. Donc, ils ont disparu. Ils ne sont pas remplacés. Et donc, voilà, la limite, c'est t'as l'impression de devoir pallier à tous les manquements du médico-social, de l'école, toutes les limites de l'institution. C'est toi qui es censé les combler. Et tu peux pas. Tu peux juste pas parce que t'es humain et que c'est trop difficile. Et je suis d'accord. Il y a quand même une part où, tu vois, là, quand j'ai les 12 élèves dans le dispo, que vu qu'il manque 1 ou 2 personnes, j'ai pas d'inclusion, 12 élèves avec des profils autistiques ensemble, c'est une poudrière. C'est-à-dire que il y en a un qui craque, il y en a 5 qui vont craquer. Et c'est normal, en fait. Oui, non, mais c'est juste normal, tu vois. Et donc, à un moment, tu te dis, jusqu'où on accepte qui se passe quand même, parce qu'il y a quand même une limite pour que le cadre il soit au moins sécurisé. Oui, sécurisé pour les enfants et pour vous aussi. Ah, mais pour les enfants d'abord. Nous c'est clair, mais on a parfois même trop tendance à s'oublier, je dirais, tu vois. C'est ça le problème aussi, c'est que du coup, c'est comme ça que tu fais un burn-out, c'est comme ça que tu craques, Mais c'est vrai que les AESH, parce qu'on en a aussi hors dispositif ULIS. Enfin, moi, j'en ai aussi dans des classes et tout. Et j'avais discuté avec une qui faisait. Alors, elle était AESH, elle était aussi animatrice. Du coup, sur le temps de l'après-midi, elle faisait l'étude et tout. Elle accompagnait 2-3 élèves dans l'école. Elle était payée, je sais même plus combien elle était payée. Au total, en gros, tu touches, je crois que le contrat max pour une AESH, c'est 24 heures de mémoire. Et t'es payé 900, je crois que c'est 900 ou 950 euros. Si tu fais en plus le midi et l'étude, je crois qu'elles arrivent péniblement à 1000. Ouais, un petit SMIC, quoi. Un petit SMIC. Mais c'est hallucinant. Et elles accompagnent les enfants toute la journée. Et elles font le travail que personne d'autre ne veut faire. Non, juste pour rajouter sur la limite, mais on en a déjà un petit peu parlé plus tôt. La limite à l'inclusion aussi, elle est entre le texte, pardon, et enfin, entre ce qu'on nous demande et la réalité de terrain, elle est très particulière. Si tu écoutes, et elle est pas réaliste elle est pas réaliste. Dans un monde idéal, elle serait réaliste et elle serait faisable, sauf que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que théoriquement, pour moi, en ULIS, le gamin, il est censé aller dans sa classe, t'es censé toujours tout différencier pour que ce soit accessible pour lui. Sauf que, faut se mettre à la place des collègues à un moment aussi. Et les collègues, ils ont 25 autres élèves pour lesquels parfois faut différencier, etc. Donc, ils essayent de bien faire, tu vois. En tout cas, il y en a qui essayent de bien faire. Je dis pas que tous les collègues font tout le taf qu'ils pourraient faire. C'est pas vrai. Mais à côté de ça, il y en a qui essayent de bien faire. Mais t'es quand même ramené à la réalité de, ils peuvent pas toujours tout mettre en place pour ces enfants-là. Et nous non plus, c'est pas réaliste de se dire qu'on peut toujours tout faire pour anticiper tout ce qui va se passer. Donc, voilà, moi, sur l'inclusion, tu te poses aussi des questions parce que le discours, c'est de te dire, faut toujours tout préparer, toujours bien pousser à l'inclusion. Mais après, dans le même temps, on te dit, il faut que ça fasse sens pour le gamin. Et du coup, les inclusions où le gamin, il est inclus, ça c'est clair. Mais il comprend pas vraiment. Et quand tu fais un retour avec lui, au final, c'est pas très clair dans sa tête, tu vois. Et il faudrait prendre 3 semaines pour un truc qu'elle va faire en 3 séances avec sa classe, voilà. J'imagine qu'il y a un entre-deux, si tu veux, mais là, pour le coup, ça pose, moi, ça. Oui, puis même dans les classes, justement, on en a 25 et tout, c'est vrai qu'on nous demande aussi de différencier, de faire des choses. J'adore le discours, il faut s'adapter à chaque élève. Ne nous en mettez pas de 25 dans ces cas-là, si vous voulez qu'on s'adapte à chaque élève. Moi, je veux bien faire ça. Mais quand on a 25-30, tu peux pas. C'est impossible. Donc, j'imagine bien qu'avec des élèves, en plus, qui ont un trouble, un handicap, et qui ont besoin
d'un accompagnement spécifique, sachant que quand ils sont inclus dans leur classe, effectivement, la plupart du temps, on en parlait tout à l'heure, l'enseignante, elle sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Du coup, c'est délicat. Mais moi, j'avais une question même pour après, parce que là, on parle du coup, je l'ai pas précisé, mais on parle d'enfants qui sont en maternelle primaire, enfin en primaire là. Primaire, ouais. Élémentaire. Comment ça se passe pour le coup, parce que moi je sais pas, je sais qu'il y a des Ulysse collèges, mais jusqu'à quel moment on pousse ce dispositif? Qu'est-ce qui se passe après le CM2? Moi j'ai découvert en formation l'année dernière, sinon avant je savais pas du tout. Donc il y a plusieurs choses. Donc effectivement il y a Ulysse collège, il y a des structures aussi où ils apprennent un métier qui s'appelle, j'ai oublié, mais peut-être que tu pourras m'aider, je sais. Après, moi je sais pas, parce qu'en Ulysse on a les 3 orientations, c'est SECPA, Ulysse collège, ou alors revenir vers le médico-social sur IME, IM Pro. Ouais. Du coup j'imagine que c'est IM Pro peut-être, du coup. Oui, en fait j'ai réfléchi. J'ai gagné du temps et j'ai fini par retrouver la réponse. Donc il y a différentes options possibles. Moi en général en sortie, donc quand mes élèves atteignent l'âge du CM2 sans forcément y être, donc soit ils vont en Ulysse collège effectivement, soit j'ai un élève qui est retourné dans l'ordinaire parce qu'elle avait fait beaucoup de progrès et que du coup était capable d'intégrer une classe ordinaire avec AESH, mais il avait plus besoin du dispositif. Super. Ou effectivement retour plutôt vers les hôpitaux de jour, etc. s'il s'avère que le collège sera trop compliqué. Donc c'est en général les trois options, sachant que effectivement encore une fois quand on parle de retour effectivement sur des structures de soins, il y a plusieurs freins. Donc le manque de place, parce que si ça n'a pas été préparé en amont, et quand je dis en amont c'est 1 ou 2 ans avant, ce sera liste d'attente. Donc avec le risque que l'enfant se retrouve sans rien pendant un certain laps de temps. Et puis aussi pour les parents c'est en général difficilement entendable aussi. Et moi je sais qu'en général les familles poussent toujours pour l'Ulysse collège parce qu'ils ont l'impression que si leur enfant est au collège, ça veut dire qu'il grandit comme les autres enfants, même si ça m'est arrivé d'envoyer des élèves, parce qu'au final c'est les familles qui ont le dernier mot sur l'orientation de leurs enfants. Et j'ai envoyé des élèves où effectivement je savais bien que le collège ça serait pas d'une grande utilité, mais bon après de toute façon, c'est la famille qui décide. Ça, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est normal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où on n'est pas d'accord avec eux, et on l'exprime, mais effectivement, après, ils font leur choix, c'est leur enfant, et c'est comme ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour le coup, pour l'Ulysse TFC, ça va justement pour les élèves pour lesquels ça évolue le mieux de retour à l'ordinaire, ça c'est vrai. Même si en TFC, c'est plus rare pour le coup que sur en TSLA, sur les troubles spécifiques langage d'apprentissage, ça arrive de temps en temps. En TFC c'est quand même un peu plus rare, mais c'est quand même possible. Sinon après t'as la SECPA pour certains. Ça par exemple, moi j'ai 4 sortants l'année prochaine. Il y en a 2 dont on espère qu'ils puissent intégrer la SECPA quand même. Et après sinon Ulysse collège c'est vrai que c'est un peu la voie par défaut. Parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. En fait, les parents entendent collège et ils ont ça les rassure, quoi. C'est un mot qui est rassurant. Après, faut comprendre quand même que pour les familles, la période primaire-collège, c'est un peu l'âge d'or et le moment où il y a le plus de choses prévues pour le champ du handicap, même si c'est pas suffisant. On est d'accord, mais c'est le seul moment où il y a quand même plusieurs structures mises en place. Parce que l'enjeu, et ça, les parents, parfois, ils ont du mal à l'entendre aussi, c'est que c'est une course contre la montre. Parce qu'il faut les préparer à l'autonomie de plus tard. Et ça commence maintenant. Et tu vois, certaines familles, quand en CE2, CM1, on commence à leur dire, oui, mais du coup, pour les structures de soins, est-ce que vous les avez inscrits? Parce que, pour le coup, t'as complètement raison. C'est vraiment des listes d'attente qui sont super longues. Il faut voir vraiment loin. Et c'est ça. Et tu vois, c'est des familles qui sont déjà tellement heureuses d'avoir quelque chose maintenant qu'elles veulent pas forcément se projeter 2 ans plus tard. On verra. C'est ça fait de l'administratif, ça fait encore des batailles, et elles en ont déjà mené souvent énormément des batailles, ces familles-là. Donc c'est le gros enjeu aussi, l'orientation, pour le coup, et c'est très compliqué parce que parfois tu te bats un peu contre tout le monde. La MDPH qui te dit un truc, la famille qui t'en dit un autre, toi t'as un troisième avis. Et bon, après que la famille tranche à la fin, c'est normal, je conteste pas du tout. Mais en fait, l'inquiétude, c'est qu'ils aient rien.
il y a quand même des gamins où quand moi j'ai un cas précis cette année dont je t'ai déjà parlé quand on s'était vu, d'une gamine où elle a 11 ans, elle a un niveau de moyenne petite section en gros. Il y a jamais eu de soins qui ont été mis en place. Alors les torts sont partagés. Je vais pas dire que c'est que de la famille, je vais pas dire que c'est que de l'école, c'est pas le but, tu vois. Je tire sur personne. Le seul truc c'est que en fait les structures médico-sociales, elles aiment bien travailler sur un temps long avec les enfants. Donc une gamine qui a 11 ans n'a jamais eu de soins. C'est un projet qui représente tellement d'énergie, tellement d'efforts à mettre en place que les structures, ça les effraie. Et donc cette gamine-là, moi, ma seule peur, et encore à l'heure où on parle maintenant, c'est qu'à la rentrée prochaine, elle ait rien. Parce que redoubler, ça a pas de sens. Elle fait rien. Moi, je fais garderie avec elle, faut être très honnête. Je peux rien faire avec elle parce qu'elle est pas dispo. Les soins, ils sont pas encore mis en place. Il y a encore rien qui est mis en place. Et à la rentrée prochaine, si on continue comme ça, elle aura rien. Et c'est une enfant qui sera déscolarisée et à temps plein avec ses parents. Et donc, du coup, tu mets en détresse les parents. La gamine, j'en parle même pas. Donc, c'est une situation d'échec pour tout le monde. Et ça, c'est un peu le pire cas, on va dire. Il y a d'autres cas où ça se passe très bien. Je veux pas noircir le tableau. Mais faut penser que ce cas-là, il existe, quoi. Et que c'est ce qu'on veut à tout prix éviter pour tous les enfants avec lesquels on travaille. Et il y a aussi des cas effectivement où, comme tu le disais, Cécile, il y a des enfants qui après quittent le dispositif. Ah oui, et ça, c'est chouette aussi, c'est que ça montre que ça fonctionne aussi. C'est bons exemples. C'est vrai qu'il y a des... sinon on tiendrait pas. Même nous, on n'y serait plus. Mais effectivement, non. Moi, j'ai un élève qui est sorti de la structure pour retourner dans l'ordinaire et ça se passe très bien. J'ai des nouvelles, je sais que ça se passe très bien. J'ai des élèves qui, tout en restant quand même en structure, en dispositif adapté, mais font des progrès. Enfin, on en a déjà parlé, mais on voit des progrès sur certains élèves, mais qui sont fantastiques parce que vraiment, quand ils passent de rien à une structure adaptée avec un temps scolaire adapté et des soins, clairement, on voit la différence. Et comme on suit les élèves longtemps, moi j'ai un élève que je suis donc depuis que je suis sur la classe, donc depuis 3 ans. Je l'ai vu mais se transformer, enfin c'est incroyable. C'était un élève violent qui tapait les autres, qui était seul dans son coin, etc. Et maintenant on ne pourrait jamais se douter de ce que c'était. Il est inclus en classe de CM1, ce qui n'est que 1 an en dessous de son âge, donc c'est très bien, enfin pour mes critères à moi, très bien. Et qui est intégré, qui a plein de copains, et quand on voit de là où il est parti, c'est incroyable. Ah, c'est chouette. C'est bien aussi d'avoir des exemples comme ça. Ouais, enfin, je pense que ça, même pour vous vous dites, en fait, je fais pas ça pour rien et il y a du résultat, quoi. Il y a des... Ouais, quand on dit que ça donne du sens, là, c'est exactement ça. Et là, je voulais aborder une question, on reste dans l'inclusion de toute façon, mais peut-être un petit peu plus philosophique, on va dire, même si vous avez déjà apporté des éléments de réponse. Mais de manière générale, pour vous, en quoi l'inclusion, c'est une bonne chose? Pour moi, c'est une bonne chose parce que les élèves et tous, pas seulement les miens, mais les élèves en général, ils apprennent beaucoup par mimétisme en se copiant les uns les autres. Et donc, si on prend tous les élèves différents et on les met tous ensemble dans un coin, ça crée ce qu'on imagine bien, à savoir, ils vont pas se tirer vers le haut du tout, alors que si justement on prend un élève qui a plus de difficultés, plus de troubles, et qu'on le met avec des élèves entre guillemets classiques, ça pourra que le tirer vers le haut et faire qu'il se sente bien et qu'il apprenne au contact des autres, en fait. Donc ça je le vois au quotidien. C'est vrai qu'on se rend compte que ça fonctionne bien. Alors après, c'est au cas par cas, pas pour la même dose pour tout le monde. Ils sont pas capables de supporter tous la même chose. Et il y en a pour lesquels c'est pas possible du tout pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est du cas par cas, mais globalement, c'est vrai que c'est en général toujours très très positif. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Je dirais, c'est très utile aussi pour tous les autres, pour les gens, pour les personnes qui sont pas handicapées, adultes comme enfants. Tu crées une culture d'accepter l'autre, de le prendre pour l'humain qu'il est, et on s'en fout en fait de ses différences. Et moi, je le constate chez les élèves. On a très peu d'enfants qui vont dire le sale handicapé ou des trucs comme ça. Au final, il y a pas. Enfin, moi, j'ai pas tant de problèmes que ça avec ça. La plupart des enfants, au contraire, ils sont ultra bienveillants les uns envers les autres. Et du coup, j'ai pas. Enfin, on sent que ça participe. Le fait qu'ils les côtoient en classe, qu'ils se créent des moments avec et tout. Ils arrivent à mieux les comprendre, à mieux accepter aussi la différence, etc. Et puis même chez les collègues, au final, à force de travailler avec,
ça crée des petites habitudes, ça crée franchement ça crée une culture commune. Donc je trouve que pour le coup ça c'est quand même au global c'est très positif quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, j'observe le même mécanisme aussi bien chez mes collègues adultes que chez les élèves. C'est qu'en fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. Exactement. Donc, il suffit d'expliquer. Moi, en général, en début d'année, je prends toujours le temps de passer dans les classes, en tout cas, au moins les petites classes, donc les élèves qui viennent d'arriver, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette UE, qui sont ces élèves, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce que c'est. Et donc, on a un moment d'échange où les élèves peuvent poser leurs questions. Je leur explique comment fonctionnent ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, etc. Et finalement, une fois qu'on a mis les choses à plat et qu'on en a parlé et que finalement on se rend compte que ah oui d'accord, bon bah c'est juste ça, ok. Et une fois qu'on sait que c'est plus l'inconnu, moi ça se passe très bien. C'est juste voilà, bon, on a peur de ce qu'on connaît pas, enfant comme adulte. Et c'est intéressant parce que même moi qui travaille pas dans des dispositifs ULIS, etc. Souvent quand on parle avec des parents dont les enfants ont des difficultés persistantes ou on suspecte des troubles, etc. La première réponse qu'on a, c'est je veux pas que mon enfant il soit qu'il ait une étiquette ou qu'on sache que il a des difficultés ou qu'on sache que, etc. Et en fait, c'est vrai que si t'expliques aux enfants simplement, en fait voilà, lui il est différent là-dessus, sur ce point-là, en fait les enfants, ouais, vous avez raison dans le sens où ça devient un non-événement. Ça devient, ouais, c'est ça. En fait, ça désamorce ce qu'on pourrait projeter en fait, mais je pense que les projections elles viennent des adultes en fait, parce que les enfants quand j'étais lors de ma première année d'enseignement, quand j'avais des élèves d'ULIS, alors j'avais des CE2 donc ils les connaissaient déjà, ils connaissaient le dispositif, mais je leur avais rappelé que tous les après-midi tel jour il y avait ces 3 enfants là qui venaient dans la classe, etc. Et pareil, ils avaient posé des questions, ils étaient curieux, et puis après avoir pris le rythme, etc. J'ai jamais eu de problème de moquerie, de méchanceté. Il y a même certains élèves qui venaient les aider, etc. Et au final je trouve que ça donne Enfin, je suis d'accord quand tu disais que ça permet aussi aux enfants, mais aussi aux adultes de comprendre en fait que oui, il y a des différences, mais qu'en même temps, on est tous. Enfin, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais on est tous différents, on fonctionne tous différemment. Ça fait ressortir le meilleur de tout le monde. Au final, j'ai l'impression que ça fait ressortir le meilleur de tout le monde quand tout le monde y met du sien. Hein. Ça, on est bien d'accord que c'est quand même la limite, mais franchement, j'ai pas de cas où c'est vraiment un échec à ce niveau-là d'un enfant qui serait rejeté par d'autres enfants. Et tu vois d'ailleurs que naturellement, du coup, les enfants sont plutôt bienveillants quand même. Ils se questionnent et c'est trop bien. Ils sont curieux. Ils peuvent être cash aussi. Ouais, mais clairement. Mais après, c'est pas grave, tu vois. Moi, faut appeler un chat un chat. Donc, le handicap, c'est pas un gros mot. Autant se l'expliquer dès le début et on se dit tous ce que c'est. On discute et puis comme ça, après, au moins, on est tous sur la même définition et on avance. Donc, faut juste pas. J'étais complètement d'accord avec ce que tu disais. Faut pas que ça devienne un événement. Faut pas que ça devienne quelque chose de gros. Et on y arrive et on y arrive. Mais je te dis déjà le mot handicap, tu poses la question aux élèves, c'est super intéressant. La plupart des réponses que j'ai chez des petits ou même des plus grands, hein, pour le coup, c'est handicap. Ils associent beaucoup au handicap physique. Quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui a une main en moins, un truc comme ça. Tu vois, vraiment un handicap physique. Tout ce qui est de l'ordre du trouble mental, même de la difficulté d'apprentissage ou quoi que ce soit, ils associent pas du tout au mot handicap. Donc déjà, rien que cette question-là, une fois que tu l'as évacuée, ils comprennent qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont un handicap et c'est pas la fin du monde. Et ne pas en parler, c'est pire en fait, parce que je sais que il y a des gens qui sont réfractaires. Ah oui, je veux pas qu'ils soient stigmatisés, mais en fait, de toute façon, les enfants ils le verront bien qu'ils fonctionnent différemment, c'est évident. Enfin, donc au lieu de pas en parler, de faire comme si de rien n'était, oui, ils fonctionnent différemment. Il va avoir des copains, mais il sait pas comment s'y prendre parce que pour lui, les codes sociaux, c'est compliqué. On explique et voilà. Et une fois que c'est expliqué, tout va bien. Donc, il faut en parler. Et une fois qu'on en a parlé, qu'on crève l'abcès, et en général, tout se passe bien. Enfin, les enfants, effectivement, moi, je les trouve hyper bienveillants, en général, hein. C'est vraiment, du coup, quand ils savent qu'ils ont une difficulté sur telle ou telle chose, ils vont aller les aider spontanément. Enfin, donc, en général, voilà, c'est très positif. C'est vrai que c'est une ouverture d'esprit sur la différence pour tout le monde, hein, pour toute l'école. Il y a une classe spécialisée dans l'école. Mais pour les adultes aussi, je trouve ça intéressant Condition d'être un peu formé. Oui, alors à condition d'être un peu formé, mais je pensais aussi à condition aussi d'être curieux pour moi, parce que tu peux aussi avoir des enseignants pas formés comme moi je suis pas formée à l'enseignement spécialisé, tu vois, mais je trouve pas tous, mais je trouve qu'aussi qu'il y a des enseignants
peut-être, voilà, qui sont là depuis longtemps, qui font ça depuis... Les dinosaures? Non, mais on peut, alors, ouais, j'ai un micro, il y a pas de souci, on pourra, des dinosaures. Il faut appeler un chat un chat. Ça c'est que si vous êtes vieux et que vous nous écoutez, on vous aime quand même. Mais on a dit qu'on appelait un chat, un dinosaure, c'est un dinosaure, point barre. Mais on vous aime. C'est vrai que, non, mais par contre, il y a des enseignants qui font ça depuis des dizaines d'années et qui se renouvellent. C'est vrai qu'il y en a qui se renouvellent moins. C'est vrai. Mais ces enseignants-là, je trouve que, voilà, parfois, il n'y a pas d'efforts qui sont faits aussi de leur côté. Et ce qui fait que tout ce qui sort de leur habitude et de leur routine. Ah, il y en a pour lesquels c'est pas évident. Après, c'est notre rôle à nous, entre guillemets. On est un peu les ambassadeurs, du handicap et donc, il y a une facette une partie de nos missions en tant qu'enseignants spécialisés, c'est d'aller justement aller voir les collègues et voilà et leur expliquer comment ça fonctionne parce que encore une fois il y en a c'est juste qu'ils savent pas du tout et ça ne m'intéresse pas forcément non plus. Mais si quelqu'un va les voir, leur explique, prendre le temps de discuter avec eux, voilà. Enfin, en tout cas c'est une des facettes de ce qu'on est censé faire nous en tant qu'enseignants spécialisés. Ça me fait penser, j'ai une petite anecdote parce que j'ai une collègue pour vous dire justement l'importance aussi pour moi d'aller au contact. Enfin c'était une blague mais pas vraiment en fait. C'est qu'un jour j'ai une collègue qui travaille en maternelle depuis une dizaine d'années et elle avait un enfant autiste, enfin du coup ayant des troubles autistiques etc. Parce que ça aussi c'est drôle dans l'éducation nationale il y a toujours des jargons pas possibles pour dire mais pas dire. Bref. Et elle avait un enfant du coup qui avait des troubles autistiques, mais comme c'est en maternelle, c'est compliqué de statuer vraiment le handicap de l'enfant. Et donc elle débutait, savait pas quoi faire. Elle en avait 29 des élèves, donc vous doutez bien que c'est un peu compliqué. Et un jour, il y a l'inspectrice ou la conseillère pédagogique qui vient la voir et qui dit, ou je sais plus, c'était des enseignants ressources, enfin voilà, qui avaient du coup observé la gamine dans la classe et qui revient une semaine plus tard avec un bouquin comme ça sur l'autisme. Elle lui dit, va falloir lire ça maintenant. Et ma collègue, elle a dit, non, en fait, moi, je veux pas lire un bouquin de 300 pages sur l'autisme. C'est soit vous me proposez une formation ou alors je travaille avec quelqu'un qui est formé. Mais, j'ai trouvé ça, et en même temps, je la comprends. Enfin, elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Et c'est vrai que c'est compréhensible, mais du coup, je trouve que c'est justement votre boulot à vous qui est important aussi, c'est que c'est tellement plus facile d'aller voir un enseignant et de dire voilà comment ça se passe, plutôt que de faire des trucs comme ça où tu proposes des bouquins de 300 pages sur l'autisme à quelqu'un sans en avoir parlé au préalable, tu vois. Et je trouve qu'il y a un peu une carence là-dedans, même dans la communication avec les enseignants qui ne sont pas spécialisés. C'est que comment on fait pour inclure ces enfants-là en intéressant aussi les enseignants parce que il faut on leur ces enfants ils vont être inclus dans leur classe quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je trouve que votre rôle il est important aussi. Sachant que malgré notre exceptionnelle formation et tout, faut bien comprendre que la plupart du temps t'improvises aussi. Enfin, on tente notre métier, on tente des trucs. Et puis après ça fonctionne, on construit dessus, ça fonctionne pas, on tente autre chose. Donc moi le coup du bouquin, je veux bien, mais le manuel parfait de l'enseignant spécialisé, il faut qu'il me dise la référence, je suis curieux. Hein. Je suis curieux. Donc non, mais voilà, il y a pas je comprends qu'ils se sentent en échec, tu vois. Même nous, on se sent souvent en échec et puis tu tentes d'autres choses. De toute façon, c'est du test. Hein. C'est je teste, je vois ce qui marche, ça marche pas, ok, on va essayer autre chose. C'est du test permanent. Clairement. Et effectivement, par rapport justement à l'improvisation, ça me fait penser à une anecdote. Donc dans ma classe, suite à mes nombreuses alertes sur le manque de personnel et la mise en danger des enfants, du coup ils m'ont envoyé plein de monde d'un seul coup. Donc il y a eu 5 adultes qui sont venus, mais pas des enseignants en fait, donc des gens qui faisaient autre chose, dont c'est pas le métier, donc des gens de l'hôpital, mais dont c'est pas du tout le métier d'être enseignant. Et c'est assez drôle parce que du coup, nous on est habitués à improviser, on sait le faire, ça fait partie du boulot. Et eux pas du tout, donc ça a beaucoup ramé et ils disaient mais qu'est-ce que je dois faire, ils étaient en classe à papillonner, mais qu'est-ce que je dois faire, improvise. C'est vrai que nous on sait le faire, mais du coup ça m'a un peu rappelé que c'est un truc qui est propre aux enseignants mais que les autres gens ne savent pas forcément le faire. C'est vrai que nous c'est indispensable. Même nous au début, nous on ne nous forme pas à nous adapter. Moi je me rappelle que je suis arrivée la première année avec mes fiches de séquences hyper bien préparées, tac tac tac, j'avais anticipé et tout. Et puis t'arrives en classe, il y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Puis en plus t'as quand même le truc. Ça vient aussi avec l'expérience, tu vois. Genre là pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait une formation. Il y a des formations qui peuvent te permettre de mieux anticiper certains trucs, c'est clair. Mais après tu te fais ton expérience aussi. Quand je vois nous les profils tellement variés des élèves.
bah il y a une fois un truc qui va fonctionner pour un, tu vas te dire que pour un autre peut-être ça fonctionnera et en fait pas du tout. Donc oui, mais au moins le dire, tu vois, parce que je trouve que ce qui manque aussi dans la formation de prof, c'est qu'on nous dit bah voilà, vous allez enseigner les maths, le français, c'est très théorique, très didactique. On visite, on fait des stages dans des écoles où tout est formidable. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de vos stages, mais moi c'était tout beau, tout mignon. Il y avait pas un gamin qui. Ah ouais. Ça dépend. Ok, bah je serais intéressée, mais moi j'avoue que j'avais eu des trucs de la classe un peu tranquille, l'enseignante du coup qui était enseignante formatrice, donc qui gérait, enfin tu sentais qu'elle gérait quand même. Et puis l'année d'après, moi je me retrouve en RED+, quoi. Donc j'étais là, alors ah bon bah d'accord, ok, c'est sympa, mais moi j'avais pas vu ça en fait. Et je trouve qu'il y a un manque quand même de réalisme par rapport à ce qu'on nous dit dans la formation. Ça c'est sûr. Après c'est vrai que sur le côté improvisation, je vois pas comment l'enseigner honnêtement. C'est vraiment c'est une fois que t'es dedans et que tu dis enfin ça vient au fur et à mesure. J'aurais du mal à voir comment ça peut. Non, mais au moins dire que voilà, il y a des choses où vous allez préparer, ça va pas marcher, quoi. Donc il faut savoir s'adapter. Oui, ce qui marche pas aussi, pour aussi déculpabiliser les enseignants quand on débute. Enfin, peut-être que ça vous est arrivé aussi, mais de se dire, mais enfin, de se remettre en question, du coup, de se dire, bah attends, mais en fait, c'est moi, je fais mal. Qu'est-ce que je fais mal? Et puis aussi savoir lâcher le morceau quand ça marche pas. Parfois il y a des choses qui marchent pas et on a tellement préparé, on avait tellement envie de le faire qu'on essaye, alors qu'il y a des fois il faudrait juste dire bon, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour, on réessayera plus tard. C'est vrai qu'au début on a tendance à vouloir forcer à tout prix alors que ouais, parfois c'est juste c'est la pleine lune, les planètes sont pas alignées, bon ça va pas. Ah bah, nous de toute façon je pense que c'est vraiment une caractéristique, c'est nécessaire. Savoir lâcher le morceau et te dire bah cet après-midi on fera pas grand-chose mais parce qu'ils sont pas dispo et il faut accepter de te dire bah tu feras pas grand-chose mais au moins le soir tu rentres, tu vas bien, les gamins vont bien et tant pis. Il y a des jours où faut être réaliste aussi, il y a des jours où tu avais un projet et c'est mort. Parce que les gamins, tu sens que, tu vois, la poudrière, tu sens que là, t'es à 2 doigts, que t'es sur la ligne, et tu penses aussi au bien-être des élèves. Et c'est pas grave, mais faut vraiment, ça, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a des jours où tu travailleras pas au sens propre. Enfin, tu vas pas faire de l'apprentissage théorique. Mais à côté de ça, à la fin de la journée, au moins l'élève, il aura envie de revenir à peu près le lendemain et c'est déjà pas si mal. C'est déjà beaucoup, oui. C'est même l'essentiel, je trouve. Pour qu'ils se sentent bien. Enfin, non, mais. De toute façon, pour les profils compliqués comme on peut avoir, clairement, se donner le bout de l'école, c'est hyper important. Donc là, c'est des enfants qui sont dégoûtés, qui ont traversé beaucoup de difficultés avant d'en arriver là, qui sont toujours sentis à la marge, en décalage avec d'autres. Donc, c'est vrai que les mettre en situation de réussite, leur donner envie de venir à l'école et leur faire apprécier l'école, c'est la plus grande partie du travail. Et du coup, pour parler, parce que là, vous avez dit des choses intéressantes sur l'inclusion, en quoi c'était important et favorable. Et quelles sont pour vous, tout à l'heure, on parlait des limites du dispositif plutôt Ulysse. Là, pour vous, quelles sont les limites de l'inclusion? Qu'est-ce qui, du coup, ne fonctionne pas, ou est-ce que c'est favorable d'inclure tout le monde? Est-ce que pour vous, c'est l'inclusion, c'est important pour tout le monde, pour tous les enfants? Je pense que le truc principal que je dirais, c'est que ça suffit pas et que parfois le système s'en contente. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'avec l'inclusion, c'est déjà très bien et ça va résoudre tous les problèmes. Et clairement pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en Ulysse TFC, c'est vraiment le problème, que ce soit les familles, que ce soit parfois l'institution en elle-même, on se dit que déjà l'inclusion c'est bien, d'accord, mais s'il y a que de l'inclusion, ça fera pas beaucoup sens pour le gamin, ça fera pas beaucoup sens non plus pour les autres, donc ça c'est bien, mais vraiment je pense que ça suffit pas. C'est vraiment la principale limite pour moi. Et qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour toi? Des emplois du temps adaptés, des structures médico-sociales qui soient capables de compléter en fait, tu vois, et de l'accompagnement humain aussi. Enfin là pour le coup c'est une question de moyens, on va être très clair, c'est qu'il y a des moyens très limités. On parlait de place tout à l'heure, voilà, on fait avec les moyens du bord et quelque part parfois on dit l'inclusion c'est déjà pas mal. Et Cécile, pour toi? Pour moi, les limites de l'inclusion, c'est déjà une limite au niveau du temps qu'on peut y consacrer parce que c'est du boulot. Donc, c'est du boulot pour l'enseignant qui doit préparer l'inclusion, c'est du boulot pour l'enseignant qui reçoit.
Ensuite, il faut un temps de débrief pour savoir comment ça s'est passé, etc. Enfin, ça prend beaucoup de temps en fait, et comme le temps il est pas extensible, donc déjà il faudrait avoir du temps et on peut pas en dégager forcément assez. Ensuite, on en a parlé des moyens, donc il faut le personnel, il faut que ce soit quelqu'un il faut avoir une AES, un ou une AESH qui puisse accompagner l'enfant, une personne qui soit un minimum formée et compétente, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, on rigole, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un AESH qui, alors c'était pas de sa faute, le pauvre, il était malade et il prenait des médicaments, mais qui s'endormait en classe, et donc c'est son élève l'élève dont il s'occupait qui le réveillait quand il s'endormait. Donc on peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. Donc Et t'en avais une aussi qui faisait pas du tout. J'ai plein d'histoires avec les AESH. J'ai aussi une dame qui était très gentille, adorable, et qui accompagnait un de mes élèves dans une classe de CP, et qui était très contente parce que du coup elle aussi elle apprenait à lire en même temps que l'élève, et du coup parfois elle levait la main pour répondre aux questions quand elle se laissait emporter par. On est cette année une comme ça. Hein. Ouais, c'est un truc de fou que tu racontes ça. On est en train de vivre cet exemple cette année-là, et on est bien embêté parce que c'est délicat de lui dire. C'est hyper compliqué. Tu vois, mais ça c'est trop drôle, Vraiment, ouais, on a cet exemple-là cette année, et on est bien en peine. Alors pas moi dans le dispo, mais elle accompagne un élève dans une classe, et il est en CM1, et tu sens qu'elle fait le programme de CM1 avec lui, quoi. Oh là là. Ouais, non, c'est pas possible. Franchement, si l'éducation nationale nous écoute, faites quelque chose, les gars. Mais après, encore une fois, c'est l'attractivité du métier qui fait que, je pense qu'ils recrutent les gens qui se présentent, hein. Clairement, on peut pas. À partir du moment où tu donnes un salaire qui est déjà pas du tout attractif, avec des conditions de travail qui sont quand même très difficiles. Ça s'explique, mais effectivement, c'est dur de travailler comme ça, parce que voilà, enfin. Si la personne qui accompagne l'enfant ne sait pas lire elle-même, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et la dernière limite, moi j'ai eu le cas d'élèves qu'on peut juste pas inclure du tout parce que voilà, pour eux c'est trop dur, c'est trop de sollicitations. Dans le cas des troubles autistiques, par exemple, il va pas supporter le bruit d'une classe, ça fait trop de bruit, ça va lui créer des crises. Il y a des fois où c'est juste pas possible. Alors c'est du cas par cas, et c'est pas du tout la majorité, ça va vraiment être quelques élèves. Il y en a pour lesquels non, c'est pas possible. C'est pas adapté pour eux, ça les met en souffrance plus qu'autre chose. Et il faut pas forcer absolument dans tous les cas. Il y a des fois où non, c'est trop dur, c'est trop dur. Oui, ça allait être ma prochaine question, parce que je me demandais, on en a tous vu des enfants où on se dit en fait ils ont rien à faire à l'école, mais c'est pas de leur faute. C'est qu'en fait effectivement c'est trop, comme tu disais, c'est trop de sollicitations, c'est trop dur, c'est trop fatigant. Et je trouve ça, c'est ça moi qui m'énerve un peu avec le discours. L'inclusion, alors comme on le disait tout à l'heure, c'est que les discours sont toujours magnifiques et ça donne envie, hein, mais que dans la réalité, il y a des enfants qu'on peut pas inclure, quoi, et qui ont besoin d'un parcours alternatif. Et je trouve qu'on propose pas ça. Souvent, on propose ça après le collège, le lycée, etc. On propose des formations un peu plus professionnalisantes, etc. Mais je trouve que on n'a pas ça en primaire, parce que ils sont petits, donc on se dit ils peuvent aller à l'école comme tout le monde. Mais non, en fait. Y a pas. Parfois, ça manque d'un entre-deux, en fait. Je pense peut-être avec les élèves que t'as, pour le coup, c'est plus une question, mais je me dis, ils passent souvent de structures de soins, ils sont des groupes de 1, 2, 3, à on va les inclure dans une classe de 25, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Même toi, en tant que personne, tu vois, si tu travailles avec 3 personnes et d'un seul coup, t'es balancé dans un grand groupe, parfois t'es déstabilisé. Donc, pour un élève avec une certaine pathologie, je comprends que ce soit hyper anxiogène, tu vois. C'est juste pas réaliste. Et là, tu vois, on arrive pour moi à la limite du système, avec un grand S entre guillemets, tu vois, on pallie à certains manques en créant des petits trucs, mais ça suffit pas, tu vois, c'est un peu un pansement sur. Ouais, c'est ça. Après, en positif quand même, non, mais en fait, quand je vois dans le temps, avec la formation, j'ai compris que c'était tellement pire avant. J'ai tendance à me dire que le discours est un peu de plus en plus ouvert, mais qui dit discours ouvert dit pas forcément qu'il y a les moyens qui vont avec pour appliquer ton discours, tu vois. Et c'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Mais bon, au moins la lettre avant son application, elle est plus entendable qu'avant, on va dire. Et la formation, elle vous a vraiment servi Ça dépend. Je vais être très clair, il y a des modules qui m'ont rien appris et dont je me serais clairement passé, et il y a d'autres trucs où je me suis dit, j'y avais pas pensé.
Moi, alors on l'a pas fait au même endroit la formation. Ouais, on n'a pas la même formation, exactement. Mais moi, j'ai eu vraiment des formateurs hyper intéressants, hyper compétents, etc. Après, c'est vrai que ce qui m'a manqué, c'est que Covid oblige, j'ai quasiment tout fait à distance. Et du coup, en fait, j'ai pas eu toute la partie échange entre pairs, etc. Et du coup, ça aurait pu être plus intéressant que ça ne l'a été, mais voilà, c'est à cause du distanciel que ça a été comme ça. Oui, hein, c'est pas la faute. J'ai pas pensé, mais effectivement. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir les moyens à hauteur des ambitions qu'on nous prête. C'est bien déjà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment ravie d'échanger avec vous et d'écouter vos témoignages. Merci à vous qui écoutez Profcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres. Vous pouvez aussi retrouver Profcast sur Instagram et sur Facebook, sur lesquels vous retrouverez des anecdotes en lien avec les épisodes que vous avez écoutés, des explications aussi parce qu'on utilise beaucoup de jargon de l'éducation nationale et même si on explique dans l'épisode, c'est possible que parfois on loupe des coches. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie encore une fois Léo Chupin pour le mixage et Pierre Touchant pour la musique. À bientôt sur Profcast.